nous rejoindre dans la télédécision TI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'intéressant dans tous les domaines productifs de l'appareil national, qu'il s'agisse de l'économie, des sciences, des TIC, de la politique, de la santé, des sujets de société, enfin bref, tout ce qui devrait vous intéresser et vous importer est traité dans la télédécision de l'Union vendredi à 18h30 sur NCI. Ça va, Glisse? Ça va très bien et toi? On va parler politique, c'est ton deuxième sujet favori après le foot. Oh, comment t'as su? C'est vrai? On a un invité ce soir, l'invité unique, il est le président de Aube Nouvelle. Il a fait d'ailleurs de la refonte de la commission électorale indépendante son nouveau cheval de bataille. Vincent Taubiri, merci beaucoup d'être là. Merci. Qu'est-ce que vous reprochez à cette CEI, tiens? Non, ce n'est pas une question de reproche, c'est une question de faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, chaque fois qu'il y a un processus dans n'importe quel domaine, il faut s'asseoir, réfléchir, interroger, innover pour que le pays soit toujours solide. Donc, si demain vous questionnez l'éducation de nos jeunes, la question de l'emploi, la question de la santé, ce n'est pas que vous reprochez, mais vous voulez que le système soit plus solide. Bon, c'est pour cette raison que nous faisons ces propositions. Et pour que le système démocratique soit solide, il faut une refonte de la CEI. Une réforme générale, pas seulement de la CEI, de l'ensemble de notre dispositif. Mais vous en avez fait un point particulier. J'ai envie de dire votre cheval de bataille depuis quelques jours, depuis quelques semaines, la question de la CEI. Depuis quelques mois, pas la question de la CEI, du dispositif électoral dont fait partie la CEI. D'accord. Quel est le problème? Ou quels sont les problèmes? Avant de dire le problème, je voudrais dire tous les jeunes que vous avez, et ça fait déjà plusieurs années que je viens sur ce plateau, je vois beaucoup de jeunes esprits, de jeunes filles et jeunes hommes. Donc, inscrivons d'abord ce que nous faisons dans le sens de l'éducation. Tous ces jeunes qui sont sur le plateau aujourd'hui doivent savoir que s'il n'y a pas d'élection transparente, s'il n'y a pas de crédibilité dans les élections, s'il n'y a pas d'institutions dans lesquelles on peut avoir foi, s'il y a des violences électorales, ça compromet tout leur avenir. Il n'y aura pas d'emploi parce que le gouvernement qui va être issu d'une élection ne se sera pas obligé de leur donner de l'emploi ou bien ne se sera pas obligé de répondre à leurs préoccupations parce que ce gouvernement peut-être est issu d'élections qui ne reflètent pas la réalité du peuple. Si demain il y a le loyer cher ou je ne sais pas quelle problématique particulière en matière de santé, le gouvernement qui est issu d'une élection qui n'est pas transparente ne se sent pas obligé de répondre à leurs préoccupations. Si demain un maire dans une localité laisse la commune à l'abandon, il ne fait rien de bon. S'il n'y a pas d'élection transparente, le maire ne va jamais performer, il ne va jamais donner des choses. Les élections en Côte d'Ivoire ne sont pas transparentes, s'il n'y a pas de députés qui reflètent le choix du peuple, demain le député il va à l'Assemblée, il fait ce qu'il veut. Et donc les élections ne sont pas transparentes en Côte d'Ivoire? Non, on a eu une histoire électorale qui a montré qu'il y a de la violence. J'ai fait un poste il y a quelques jours. Oui, mais est-ce que violence suppose absence de transparence? Mais c'est parce qu'il y a des problèmes dans les élections qu'il y a des violences. Et il y a des remarques qui ont été faites, il y a des observateurs, il y a des analystes. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, Monsieur Cheikh Ivan, comment vous expliquez que depuis pratiquement 1990, toutes nos élections sont problématiques? Si les gens avaient confiance dans le processus, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi il y a toutes ces violences? Pourquoi il y a toutes ces tensions? Pourquoi vous faites des provisions de riz? Pourquoi souvent certains parmi vous voyagent, vont au village quand il y a des élections? Alors j'imagine que vous avez fait votre propre analyse et c'est quoi la raison de ces crises? C'est un ensemble de crises. Qui sont liées aux processus électoraux. C'est pour cette raison que nous parlons de réformes électorales. Nous voulons aujourd'hui que l'ensemble des Ivoiriens, ça n'a rien à voir avec les partis politiques, ça a quelque chose avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être stable, doit être forte, doit toujours avancer. Et elle ne peut pas avancer seulement sur certains plans, en laissant le plan de la démocratie, le plan des élections. Vos propositions sont lesquelles? Elles sont très... Déjà, avant de faire des propositions, il faut qu'on liste tout de même ce que vous reprochez de façon très concrète au processus ou à la structure électorale en Côte d'Ivoire. Monsieur Cheikh Ivan, vous savez que dans toutes les démocraties au monde, on fait des revues. Et les revues n'ont rien à voir, les revues qui conduisent à des réformes. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on reproche. Je veux le dire. Demain, sur ce plateau, mais si tout va bien... Sur ce plateau, non, tout va bien. Je dis, il faut revoir le processus qu'il y a là. Parce qu'il y a des violences. Qu'est-ce qu'il faut revoir? C'est ce que je vais expliquer, mesdames. Parce qu'on a essayé pratiquement, enfin, je ne dirais pas qu'on a essayé toutes les formules, mais en tout cas, on a expérimenté bien de formules qui ont été aussi implémentées ailleurs. Visiblement, ça ne porte pas des fruits. Quelles sont les solutions ou les propositions? Si j'ai une solution, vous allez penser à votre adversaire politique. Non. Vos propositions à vous. Premièrement, sur la Constitution. Vous savez que pendant les élections dernières, comme depuis 1990, on parle de la Constitution comme étant un instrument dans lequel il y a des textes qui indisposent ou qui gênent certaines personnes. Ça, c'est depuis toujours. Vous savez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, nous demandons que la Constitution soit revue pour en extirper tous les articles, tous les éléments qui, dans une interprétation, dans un sens ou dans un autre, risquent de mettre notre pays en danger. Et ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Nous demandons la revue de la loi électorale parce que la loi électorale a des dispositions qui peuvent gêner la clarté, la transparence des élections. Nous demandons que les institutions de la République, qui sont de premier plan des élections, notamment la commission électorale et le conseil constitutionnel soient revus, la commission électorale qu'on en fasse une chambre réellement indépendante, et le conseil constitutionnel qui est saisi
Non, je n'ai pas dit que la Commission n'est pas intervenue. Il faut revoir la Commission. Permettez-moi tout de même d'insister sur la question de la CEI parce que c'est une question qui a été l'objet d'une panoplie de posts sur les réseaux sociaux de vos pas et de chacune de vos sorties médiatiques. Qu'est-ce que vous reprochez à la CEI? J'insiste sur ce verbe, le verbe reprocher, tout de même. Laissez-moi finir rapidement sur le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel a un rôle fondamental dans la gestion des élections. Alors que le Conseil constitutionnel est pratiquement le garant de la vie de notre pays, parce que c'est lui qui voit la conformité des lois à la Constitution et tout ça. Donc il ne faut pas mettre dans le Conseil constitutionnel tout ce que nous voyons comme négativité au niveau des élections. C'est pour ça que nous proposons la création d'une haute cour judiciaire spéciale qui ne fait que des élections. La haute cour électorale, ça se passe dans beaucoup de pays. Ce point. Vous avez le Conseil constitutionnel ne fait pas que les élections. Ouais. Il fait tout. Il voit la régularité, la normalité, la légalité d'un ensemble de textes. Mais aujourd'hui, quand on parle du Conseil constitutionnel à Côte d'Ivoire, tout le monde voit que les élections. Donc ça jette un discrédit sur une commission. C'est pareil pour les médias. Quand on fait une émission politique, il y a un pic d'audience. Quand on fait des émissions de foot, oui, mais c'est pour ça que quand on va parler santé et tout, il n'y a pas forcément certains pays l'ont compris, ont déchargé le Conseil constitutionnel et ont créé une autre cour qui est chargée de tous les contentieux. Donc et qui ne fait que ça. Vous proposez, dans l'une de vos propositions, il faut qu'il y ait une cour, une chambre, le Conseil d'État sont tous dessaisis des attributions électorales pour créer une chambre judiciaire spéciale qui traite de tous les Quelqu'un ne parlera pas plutôt de structure budgétivore à nouveau? Non, mais c'est la même chose, puisque c'est le même fonds qu'on va mettre dans une institution, qu'on prend pour mettre dans la même institution, mais qu'il y a une chambre spéciale ailleurs, qui a une autre dénomination. Mais ces juges ne font que ça. Donc pour vous, il faut donc une entité dédiée. Une entité qui ne fait que ça. Et beaucoup qui gère en fait le contentieux, mais pas l'organisation. Beaucoup de pays qui le font comme ça sont très stables et n'ont pas de problème. Pour gérer le contentieux, pas l'organisation. Non, tout. Pour qu'on comprenne. À chaque niveau, parce qu'il y a le contentieux, c'est le contentieux des candidatures, le contentieux de la liste électorale, le contentieux des résultats. Mais au-delà de ça, il y a aussi même la légalité, la régularité des lois. Maintenant, revenons à la commission électorale. Vous savez que la commission électorale, ce n'est pas moi qui vous le dis, vous savez, allez tous les partis politiques. La commission électorale fait l'objet de critiques de tous les partis politiques à cause de sa composition. Quelles sont les critiques de Aube Nouvelle? Représentation. Ce qui nous intéresse, les critiques de Aube Nouvelle. Mettons pas ça en termes de critique. Les faiblesses que nous voyons au niveau de la commission électorale. D'accord. Quelles sont les faiblesses que notre premièrement, c'est d'abord l'effet psychologique. C'est le regard que chaque citoyen ivoirien ou une partie de l'opinion ivoirienne porte à la commission électorale. Et ce regard est vraiment mitigé depuis toutes ces années, depuis pratiquement 2010. Il y a un regard mitigé sur la commission électorale de Côte d'Ivoire qui, pour certains, est une commission qui fait un bon travail, mais pour beaucoup d'autres, c'est une commission qui ne jouit pas de la crédibilité suffisante. Pour vous, c'est une commission crédible? Donc la commission, comment? Pour vous, Aube Nouvelle, c'est une commission crédible? Je dis que la position, ça ne se passe pas comme ça. Je critique. Si vous personnalisez les débats, vous perdez de vue le travail qu'il a fait. On ne personnalise pas le débat, on parle d'institutions. On a bien compris. En fait, l'idée, c'est que je n'ai pas Charles Blé Goudé pour lui poser la question et connaître l'avis du COJEP. On n'a pas Tidiane Thiam du PDCI. J'ai le président de Aube Nouvelle, donc j'aimerais connaître l'avis justement de Aube Nouvelle, du président d'Aube Nouvelle. Notre position est claire. Sur la CEI. Dans le dispositif électoral, la commission électorale joue un rôle important, parce que c'est la commission qui connaît toutes les opérations. À partir du moment où le public a un regard négatif ou faible sur cette commission, ça met déjà en péril toutes les décisions, toutes les actions de la commission. Quel est le regard de Aube Nouvelle? Nous, notre regard est mitigé, vous le savez. C'est quoi votre... Ça veut dire quoi, mitigé? Mitigé, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où nous avons... à certaines occasions, dit que la Commission a fait de bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de fois où nous disons que la Commission, notamment par exemple le calendrier électoral. On y arrive, d'accord. Le calendrier électoral qui n'existe pas, ce n'est pas possible. On nous appelle en août, on nous dit qu'on aura les élections en décembre. Et quand on se renseigne, on dit non, on avait informé les députés. Mais les élections, ce n'est pas une affaire des députés, ce n'est pas une affaire des maires, c'est une affaire des populations, c'est une affaire de tout le monde. D'accord. Ensuite, il y a eu la question d'autres dispositions législatives telles que le parrainage. On a dit non, c'est trop dangereux le parrainage. Et c'est comme nous avions craint, est arrivé. Vous avez dit que c'était dangereux alors que d'autres partis ont salué la question du parrainage. Quels sont ces partis? Et alors, ce sont les partis justement qui font partie de la CEI, qui composent donc le bureau de la CEI. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans ce plateau-là, vos collègues, où j'avais dit que le parrainage serait problématique. Donc pour vous, c'est un problème, la question du parrainage? Mais ça, c'est un problème. D'accord, oui. Un problème, tout. Calendrier électoral, le parrainage. Et puis, il y a les opérations électorales, parce que vous avez beaucoup de contestations sur le processus de centralisation des résultats et d'annonce des résultats. Il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau, parce qu'il y a eu des blocages, il y a eu des suspicions, il y a eu des PV pour lesquels certains acteurs sur le terrain estiment qu'ils ne reflètent pas certaines réalités. Il y a eu tout cela. Donc, il y a des opérations électorales qui doivent être revues. Ça paraît technique, mais c'est simple, c'est ce qu'on fait partout pour qu'il y ait la paix. S'il n'y a pas d'élection transparente, il n'y a pas d'avenir pour le peuple, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de développement. D'ailleurs, les pays les plus heureux de la Terre sont les pays où la démocratie fonctionne bien. Tous les pays qui sont heureux.
Vous pensez qu'aux États-Unis, ils sont heureux? Oui, heureux, mais ça dépend d'un truc de bonheur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la rue demain en pensant qu'il y a élection. Parce que Donald Trump a pointé des doigts des inégalités, il a même parlé de fraude. Et quand vous dites, aux États-Unis, vous montrez à nouveau que la démocratie n'est pas un processus, ce n'est pas acquis. Ouais, parce qu'aux États-Unis, il y a eu un moment où les gens ont contesté les résultats. Un processus mouvant. C'est ça, tout le temps, il faut revoir. Quelle est la formule? Est-ce qu'elle est indépendante, la CEI, vous pensez? Non, je ne répondrai pas à cette question de cette façon. Mais je dis qu'une bonne représentation des différentes forces politiques et sociales pourrait rendre la commission indépendante. Et nous, en l'occurrence, ce que nous faisons comme proposition aujourd'hui, c'est de sortir la commission électorale du cercle des partis politiques. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas de représentants. Il ne faut plus de partis représentants, politiques. que ce soit des personnes désignées avec des précisions que nous avons déjà données, mais peut-être qu'ils vont ennuyer les gens de votre plateau ici. On y va, oui. Non, on demande aujourd'hui qu'il y ait un collège électoral constitué de personnes qui ont une certaine expertise, qui ont un certain profil, une certaine perception de probité dans la société, qui ont un certain parcours. Et ces personnes-là, qui ne sont pas attachées à des partis politiques, vont se mettre. Mais comment vous pouvez me dire que quelqu'un qui était secrétaire d'un parti ou qui était dans l'instance d'un parti, dès qu'il est nommé à la commission électorale, il va prêter serment, il n'a plus de relation avec son parti politique. Mais c'est quoi ça? Mais il y a quand même une sorte d'équilibre technonique, pour un peu reprendre le terme de quelqu'un. On a tout de même une sorte de... Enfin, le pouvoir est représenté, l'opposition est représentée, la société civile. Donc finalement, chacun est un peu l'arbitre et le gardien de l'autre. À quel niveau de représentation? En termes de proportion, la contestation autour de la commission revient sur cette question de représentation. Les partis d'opposition ont combien de représentants dans la commission électorale? Et toutes les structures d'État qui sont dans la commission électorale, ou alors les autres partis politiques, quel est le poids de ces structures dans la prise de ces décisions? Mais le problème n'est pas sur le problème, c'est sur la perception. Vous voyez aujourd'hui, le taux de les jeunes ne les votent plus. Comment on travaille la perception? Demandez à tous ces jeunes sur le plateau combien ont voté aux élections législatives. On a une chute libre. En 2012, on a eu 36% du taux de participation aux élections législatives, ce qui représentait 3 millions d'électeurs. Mais en 2025, on a eu 35%, ça fait 3 millions d'électeurs. Mais 5 millions d'électeurs n'ont pas voté. Donc chaque année, on a des millions qui ne votent pas. Et parmi ces millions, il y a tous ceux qui sont là. Je suis convaincu qu'il y a des électeurs, mais il y a beaucoup qui n'ont pas voté. À qui la faute? Ou à quoi la faute? C'est parce qu'ils n'ont plus confiance. Ces jeunes, la plupart n'ont plus confiance à la démocratie. Est-ce que ce n'est pas plutôt une mauvaise compréhension du jeu politique? Parce que ce n'est pas simplement une affaire de jeunes. Je sais que, par exemple, dans les contrées reculées du pays, on est obligé de convoyer des personnes du troisième âge qui, à la limite ou visiblement, n'ont que faire des élections. On est obligé de les convoyer pour aller voter. Est-ce que ce n'est pas une méconnaissance, en vérité, de ce jeu politique qu'on a hérité tout de même de l'Occident? Non, M. Cheikh Guran. Ouais. J'ai écrit votre profil. Donc, on parle du Salon du Livre, je suis au Salon du Livre. Et j'ai vu tout votre parcours. Les gens vous voient sur le plateau, mais vous êtes une des personnes les plus diplômées en Côte d'Ivoire en matière de gestion des entreprises. Si vous, Cheikh Ivan, vous venez me dire demain que telle entreprise a tel problème, NCI a tel problème parce que les droits de publicité n'ont pas été bien répartis, parce que ceci, cela, moi je vous écoute parce que vous avez l'expérience. C'est la même chose en matière de démocratie. Les gens ne votent pas parce qu'ils n'ont pas confiance au processus électoral. Les gens ne votent pas parce qu'ils savent que leur vote là ne va pas être reflété dans la réalité. Les gens ne votent pas parce que les promesses électorales ne sont pas tenues. Est-ce que ce n'est pas un phénomène... parce qu'ils n'ont pas espoir. Est-ce que ce n'est pas un phénomène mondial? Certains observateurs disaient, par exemple, lors de la première élection qui opposait Donald Trump à Hillary Clinton, qui disait si on votait avec les PlayStation, Hillary Clinton serait président des États-Unis. Malheureusement, le vote reste une affaire des gens d'un certain niveau d'éducation, des amoureux des élections. Moi, je suis un amoureux des élections. Comment vous pouvez expliquer que dans certains pays, les jeunes vont voter et puis dans d'autres pays, les jeunes ne votent pas? Comment vous expliquez ça? S'explique, il y a une relation, il y a un questionnement sociologique. Pourquoi ils ne votent pas? Pourquoi ils ne participent pas à la vie politique? Ils sont prêts à aller à des meetings, aller animer parce qu'on les convoie, mais ils ne sont pas prêts à dire bon, moi je suis candidat. Juste après la pub, Vincent va nous dire comment on peut mobiliser les jeunes, comment on peut les intéresser au vote. Juste après la pub. À tout de suite. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Vincent Toby-Irié, président de Aube Nouvelle, mouvement politique, mouvement citoyen au départ, mouvement politique désormais, on l'assume, on peut le dire? ONG au départ, mouvement citoyen aujourd'hui. Mouvement citoyen aujourd'hui. Ouais. Et la casquette politique, elle se rajoute quand?
En 2030? Non, la catastrophe politique, elle est naturelle, c'est normal. D'accord, on va y arriver forcément. On en était donc à la solution magique de Aube Nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, pas que les jeunes, mais en fait, en définitive, ceux qui ne s'intéressent pas au vote aillent voter. J'ai envie de prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est pas très loin de nous, en ce moment, un plateau, qui, elle, ne se sent pas intéressée par la chose. Voilà. Elle n'est pas née pourtant de la dernière pluie. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, Vincent Dobi? OK, ce n'est pas une calamité. Hein. Il y a beaucoup de pays où les gens, pour des raisons diverses, les jeunes ne votent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là? Premièrement, on revoit tout le dispositif électoral, notamment par la loi, pour permettre que les partis politiques incluent les jeunes d'un certain âge dans leur liste de candidats pour que ces jeunes soient représentés. Donc, au niveau même de la loi, déjà, il y a des circulations, il y a des dispositions qui permettent aux jeunes de voter. Ensuite, c'est l'éducation à l'école, comment on fait, comment on vote, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à côté de ça, une sorte d'éducation civique. À côté de ça, il y a l'entraînement que les partis et toute la nation fait sur les jeunes. Quand vous allez en France, par exemple, c'est les jeunes de cet âge-là qui sont dans la rue en train de distribuer les prospectus des différents partis politiques. Ils s'éduquent en même temps aux élections. Ils s'éduquent à la contradiction par les idées, non pas par la guerre, par le combat, par tout ce qu'on a comme conflit. Ils s'éduquent déjà. Et ensuite, il y a la confiance dans la vie politique du pays. Pas les violences où les gens s'attaquent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est quoi? On dit quand tu fais la politique, c'est que tu veux la mort. Et c'est ça dans la tête des jeunes. Et c'est ce qui se voit tous les jours, parce que dès qu'on rentre en matière, c'est tous les coups, c'est toutes les violences qu'on voit s'étaler. Tout ce qui est innommable se trouve là. Mais quand c'est comme ça, les jeunes, forcément, ils ont un repli. Et il y a ensuite la transparence électorale qui fait que le jeune homme là-bas, qui est en t-shirt noir, en casquette, peut se dire, moi je suis candidat face à un ministre. Ce n'est pas une question d'argent, parce que le plafonnement des dépenses, il va participer et puis peut-être gagner. Ce n'est pas ce qu'on n'a pas vu. Hein. Oui, non, il y a des jeunes candidats. Beaucoup de jeunes ont peur, même nous. Ouais. En tant qu'organisation, les jeunes viennent, ils ont même peur de participer à vos activités parce qu'ils se disent, on sait vraiment les représailles. Même nos amis. Les gens se tiennent à distance. Qui devrait faire cela? Ça doit être l'initiative de qui? Bon, d'abord, vous avez pas de la CEI, on est d'accord. La CEI fait une partie du travail. Ouais. Ça, donc, je ne veux pas que... Il ne faut pas qu'on se focalise sur la CEI. Oui, la CEI, c'est juste un élément. Certes, la CEI est importante dans le dispositif. Quelqu'un a suggéré, par exemple, pour revenir à la CEI et non à la CIE, quelqu'un a suggéré qu'on bascule plutôt en mode formule du Sénégal, par exemple, qu'on ait plutôt des fonctionnaires en lieu et place des représentants des partis politiques. Je vais vous expliquer. Vous adhérez à cette proposition-là? D'abord, chaque pays a son histoire. Ouais. Nous, notre commission est issue d'une période de crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu Makoussi, il y a eu beaucoup de négociations à l'issue desquelles on a dit on va aller parce que les factions étaient en guerre, les partis politiques étaient opposés. Donc, la confiance dans le processus venait du fait que chaque parti avait son représentant. Mais il y a de cela 20 ans. 24 ans, depuis 2002, 2004. On a avancé. Donc aujourd'hui, on doit penser à un autre système maintenant. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'avant cela, c'était géré par le ministère de l'Intérieur. Oui, mais et là encore, la critiquer, on a même parlé de technologie. On a même parlé de technologie électorale. Dans un autre contexte, revenons au Sénégal dont vous parlez. Ouais. Le Sénégal a pratiquement 5 organes qui organisent les élections, mais qui ont un équilibre. Il y a le ministère de l'Intérieur qui fait que les aspects logistiques. Il y a la commission autonome, la commission électorale autonome, qui, elle, assure une certaine supervision. Vous avez la Cour d'appel qui collecte les résultats, qui n'est pas liée au ministère de l'Intérieur, qui n'est pas liée à la Sénat. Vous avez également le ministère des Affaires étrangères, qui organise le vote des Sénégalais de l'étranger. Donc vous avez comme ça des organes, et ça s'équilibre en termes de... Il faudrait faire quoi en plus de ça, il y a la confiance que les Sénégalais ont dans le cas de la Côte d'Ivoire, il faudrait faire quoi? Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aujourd'hui basculer comme ça d'une agence telle que celle que nous avons aujourd'hui à une agence gouvernementale liée directement à des décisions administratives. On doit avoir un moment intermédiaire qui va éduquer le peuple, qui va renforcer la confiance. Et cette étape intermédiaire, c'est ce que nous proposons, d'avoir une commission où les individus, les représentants sont recrutés en fonction d'un certain nombre de critères et non pas des partis politiques. Même si nous admettons que les partis politiques, dans une autre chambre, peuvent avoir un pouvoir de supervision ou de représentation, ce qu'on appelle en anglais le Party Liaison Committee, où il y a des gens qui sont là, ils viennent voir un peu ce qui se passe, mais ils ne sont pas ceux qui organisent les élections. Ils ne sont pas en charge de l'enregistrement des électeurs, de la sensibilisation, de telle opération délicate. Non, non, non. Ils sont juste sur un côté pour juste s'assurer que tout se passe bien pour eux, dans leurs intérêts. Et donc, c'est ce que nous proposons. Et en plus, ce que nous proposons, ce n'est pas pour nous, Nouvelle. Ce n'est pas pour le PPAC, ce n'est pas pour le PDC, ce n'est pas pour le RHCP. C'est pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est heureux de voir tout le temps que nous avons des violences, que nous avons des doutes, que nous sortions d'élections avec beaucoup de fragilité? Non. Nous parlons pour la Côte d'Ivoire, nous ne parlons pas pour les partis politiques. Autant on est d'accord de voir des réalisations économiques, d'infrastructures, autant il serait bien que la Côte d'Ivoire soit citée un exemple comme une démocratie. Sur la question de liberté, sur la question de reflet, de transparence électorale. C'est ça qui rend un pays fort. Mais ce n'est pas dans un aspect particulier le pays est fort, et puis le reste, on a des frustrations, on a des récriminations, on a des peurs qui ne sont pas bonnes. Et je parlais tantôt de taux de participation. Et je l'ai dit ici avec un de vos collègues. Chaque fois qu'un pays
est en progression constante, d'une baisse, enfin, est en baisse de taux de participation, ce pays aboutit à des crises. Parce que les gens n'ont plus confiance à la vie électorale. Ça arrange les acteurs qui sont au pouvoir ou les acteurs qui gèrent la vie politique, mais à terme, ça crée des problèmes. Parce que les gens, il y a une désaffection. Et ça, c'est très dangereux. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Le jeu politique est là pour confirmer ce que nous faisons. Et c'est cette sensibilisation que nous voulons envoyer vers le jeune public, mais également aux Ivoiriens. Quittons les crises. On s'est trop battu. On a trop eu de méfiance les uns pour les autres. Alors qu'on fait les choses dans tous les pays. Regardez un pays comme le Sénégal que vous citiez. Mais on finit le pouvoir, on s'en va. Chacun a sa destinée, chacun fait. Il rend compte de ce qu'il a fait qu'il était au pouvoir, mais il continue sa vie. Et le ciel ne tombe pas sur la tête des Sénégalais. Pourquoi nous, on va arriver à un niveau où on a peur de quitter le pouvoir parce qu'on craint les représailles des autres, ou alors on est pressé de venir au pouvoir parce qu'on doit régler des comptes aux gens, ou alors on veut avoir tous les moyens qui ne répondent pas aux critères démocratiques pour arriver au pouvoir, et vice-versa, et se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Ce n'est pas bon pour un pays, ce n'est pas durable pour un pays. Alors, l'une des caractéristiques de la politique, c'est parfois la mauvaise foi aussi. Quand une initiative émane de celui qui est au pouvoir, l'opposition s'oppose pour s'opposer. Inversement, est-ce que cette proposition-là va tout de même prospérer si jamais elle est implémentée un jour? Et ça, c'est encore une question d'éducation en Côte d'Ivoire, vous voyez. On se pose pour se poser pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux plus forts que l'enjeu de l'amour de la nation. Nous, par exemple, donc quand c'est bon, c'est bon. Il faudrait peut-être faire le travail au niveau des politiques et pas nécessairement au niveau des populations. Mais il y a pas, voilà pourquoi je parle du dispositif électoral. Tout est agrégé. Si vous éduquez des populations qui sont très conscientes des niveaux de démocratie, et puis les politiques ne sont pas, mais ça ne sert à rien parce qu'eux, ils n'ont aucune décision sur la population. Ils peuvent s'exprimer dans la rue, mais s'exprimer aussi par le vote. Mais le vote ne reflète pas toujours les intentions des gens, les idées des gens. Donc, c'est à la fois les populations, écoles, les rues, même vous, cette émission, ayant de jeunes esprits comme ça, ça les éduque, et également au niveau des lois, au niveau des institutions. Les institutions et les lois rendent maintenant plus dures, plus contraignantes, plus acceptables les dispositions qu'on demande à la population de suivre. Voilà pourquoi c'est à tous les niveaux. Et je parle de réforme électorale, c'est-à-dire la Constitution, la loi, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale, toutes les agences qui rentrent en ligne dans l'organisation des élections, les opérations électorales, la centralisation électorale, la gestion du contentieux. C'est tout ça qui va faire que la Côte d'Ivoire du budget aussi. Du budget, bien sûr. J'ai vu sur votre page, vous releviez on était à près de 270 milliards dépensés ces 5 dernières années dans les élections. Une baisse de pic de participation, mais un coût élevé des élections pour 2025, par exemple. Ça fait partie des choses que vous critiquez. 270 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a dépensé en 2020 et 2025. Avec 70 milliards en 2020 et puis 90 milliards en 2025. Vous proposez d'auditer les dépenses et d'auditer la liste électorale. Très intéressant. C'est ça? On audite les dépenses. D'abord, quand on dit audit en Afrique, tout le monde tremble en même temps parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, on veut régler les comptes. L'audit, ça nous permet de comprendre mais comment on a géré ces fonds qu'on a eus. Je veux dire, on a eu 270 milliards. Combien de 270 milliards, quelle est la proportion qui a été affectée à l'éducation des citoyens, par exemple? Parce qu'il y a des proportions, dans une élection crédible, il y a des proportions d'éducation électorale. Quel matériel on a acquis? Quelles sont les infrastructures, bureaux? Qu'est-ce qu'on loue? Qu'est-ce qui est là? Comment on a dépensé? Quel est le personnel qu'on a acquis et comment il fonctionne? Quel est son profil? Et beaucoup d'autres choses. Quelle est la transparence? Parce qu'on a une commission électorale, il faut la transparence. Est-ce que l'adhésion sur la liste électorale? Oui. Et ça, je vais me démarquer de certains partis d'opposition ici aujourd'hui. Moi, je ne demande pas l'audit de la liste électorale. Parce que j'ai fait des audits de liste électorale dans certains pays africains. C'est une de mes spécialités. Je ne demande pas l'audit de la liste électorale. Parce que l'audit, c'est un échantillonnage. Vous voyez, il y a des pays, par exemple, où on prend 0,23% de la liste électorale, c'est ça qu'on audite. Bon, c'est vrai qu'on prend, c'est comme on appelle le random check, là, et puis bon, on fait un travail dessus. 0,23%. Si on applique les 0,23% à la Côte d'Ivoire, la liste électorale de 8 500 000 électeurs qu'on a, ça fait pratiquement, ça fait 20 750 électeurs qu'on va trier comme ça sur le volet politique. Je ne veux pas. Je pense que ce n'est pas bon. Ça va maintenir les mêmes violences, les mêmes doutes, parce que la liste électorale est fondamentale. Nous demandons l'établissement de liste électorale. C'est-à-dire la liste qui est là, on la met de côté. Et puis on fait une opération, tout le monde vient maintenant. Ça va enlever tous ceux qui sont décédés, qui sont encore sur la liste. Tous ceux qui sont âgés, qui sont encore sur la liste. Le nouveau recensement. Ça s'appelle un établissement. Parce qu'il y a la révision de la liste électorale, c'est ce que nous faisons depuis près de 30, 40 ans. Tout à fait. 50 ans. À côté de ça, il y a la refonte de la liste électorale. C'est-à-dire on prend la liste électorale et puis on ajoute des données alphanumériques, biométriques, biologiques et tout ça. Donc il y a différents niveaux de liste électorale. Et la liste électorale que nous avons aujourd'hui date de 1980. C'est depuis 80, les premières élections locales qu'on a prises. Et puis chaque année, on change. Elle a été révisée. Voilà, c'est révisé. Avec des retraits, des rajouts. Mais également avec la sophistication technique. Avec les données biométriques, où vous pouvez mettre votre doigt, on ne le reconnaît pas. Voilà, voilà, il y a des éléments techniques. Nous, on ne veut pas ça. Il faut aller à zéro. J'ai fait des audits de liste électorale
Et l'audit de la liste électorale ne vous garantit pas une liste électorale qui peut être acceptée par tous, qui peut être épurée de toutes les anomalies. On demande l'établissement. Donc il y a un budget dégagé et qu'on fasse à zéro. On repart à zéro. Scratch. Mais bien sûr, from scratch, ça c'est dans le processus. Mais dans la réalité, on s'appuie quand même sur l'expérience qu'on a eue, on sait par exemple qu'il y a eu tel nombre d'électeurs dans tel endroit. Donc nous demandons l'établissement. Et ça va constater tout le monde. Ça va également résoudre en partie les problèmes de transhumance des gens qui sont inscrits dans telle localité alors qu'ils sont convoyés pour... En partie, ça peut... Nous demandons l'établissement, et non l'audit de la liste. Alors, nous demandons l'établissement d'une nouvelle liste. Une toute dernière question sur ce chapitre-là. Vous évoquiez tout à l'heure le désintérêt des jeunes, notamment de ceux que moi je pourrais appeler la génération Z, vis-à-vis du processus électoral. Et pour vous, il faut en fait crédibiliser davantage le processus pour que ces jeunes-là s'intéressent. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que le problème, dans le fond, on a un jeu politique qui n'est pas si sexy que ça, en fait? Demain, si vous avez une élection en Côte d'Ivoire qui n'a pas de violence, où il n'y a pas toutes ces violences, il n'y a pas ces situations d'arrestation, il n'y a pas ces grognes, tous ces jeunes-là seront peut-être des candidats aux élections. C'est parce qu'ils ont peur de la violence qu'ils ne sont pas candidats. D'accord. Demain, si vous avez une élection qui reflète la réalité, demain, ces jeunes-là voudront être députés, mais ils vont rêver de carrière politique pour animer la vie politique. C'est à cause de la violence. Donc, si on assainit d'abord le jeu électoral par les lois qui sont un peu plus équitables pour tout le monde, par les pratiques dans lesquelles les gens ont confiance, il y aura une participation accrue de fait. Très bien. Est-ce qu'on a quelques minutes? On va parler de l'avenir politique de Aube Nouvelle et on va surtout parler de Vincent Toby qui en ce moment expose donc au Salon international du livre d'Abidjan. On va juste à la pub et juste derrière, on a 3 minutes. C'est bon? À tout de suite. Nous sommes donc sur le plateau de la télévision, toujours avec Glisse et Vincent Toby Irié, président de Aube Nouvelle, ONG au départ, mouvement citoyen depuis, donc pleinement engagé dans les questions politiques. En 2030, Aube Nouvelle présentera encore une fois un candidat, j'imagine. Et ce sera vous. 2030, c'est encore loin. Nous parlons pour l'instant de 2025 des réformes électorales. Nous parlons de la justice. Nous parlons du bonheur, de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Au moins, il y a des événements autour de nous. Nous parlons d'une union sacrée autour de notre pays, pour renforcer notre stabilité et notre développement. D'accord, très bien. Salon international du livre d'Abidjan, on en parle? C'est 9 ouvrages tout de même, hein? Avant d'y aller, je voulais dire que la venue de Aube Nouvelle à la de la Côte d'Ivoire, et je lance un appel à tous vos auditeurs, vos téléspectatrices et vos téléspectateurs, si tout le monde se met en marge, comme j'entends aujourd'hui, la politique c'est violent, il n'y a pas de problème, moi je me mets à côté, qui va changer la Côte d'Ivoire? On va aller de mal en pire. C'est-à-dire les problèmes qu'on a dit seront pires dans quelques années. Quelqu'un disait, si vous ne vous engagez pas, demain vous allez voir les plus nuls vous diriger. Mais ça s'y arrive. Bon, vous parlez de mon boss Ahmed Bakayoko, oui. Et c'est cela. Donc engagez-vous un peu plus. S'il y a un problème dans le pays, on s'engage, on trouve une solution. Mais se mettre à l'écart en espérant qu'il y a un super-héros, un génie réformateur qui va venir changer le pays, ça n'existe pas. Engagez-vous un peu plus dans la vie publique et dans la vie politique pour que notre pays soit toujours solide. Ensuite, le Salon international du livre, merci beaucoup. Vous êtes... écrivain littéraire, chaque Ivan. Ça m'arrive, hein? À mes temps perdus, Pardon? À mes temps perdus. C'est vraiment dommage que ça vous tente. C'est tellement passionnant la littérature. Parce qu'on parle de politique, mais à notre vie de tous les jours, on a de la passion, de partage, de conception. Et nous sommes au Salon du livre qui est devenu très grand. Il paraît même, comme moi je vous parle, il paraît que la plus haute autorité du pays est là-bas. Ce qui est une très bonne chose. Qu'un président de la République arrive à un Salon du livre, pour montrer qu'on a... Il y était d'ailleurs l'année dernière également. En 2024, je crois bien l'année dernière. 2024, l'édition... Et donc ça rehausse. Et nous sommes au Salon du livre pour partager avec tout le monde, mais pour apprendre également, parce que c'est énormément de connaissances au Salon du livre. Donc j'ai 9 livres que j'ai écrits les dernières années, mais je n'ai pas eu le temps d'en faire ni la promo, ni les dédicaces. Et cette année, je décide de mettre les 9. À quel stand? Le stand numéro 28. Numéro 28. Il n'y a pas que le stand de Vincent Toby, il y a le stand de Aube Nouvelle aussi. Je me demandais, est-ce que fait la politique, un stand de politique? On arrive à un autre niveau, parce que nous sommes un mouvement citoyen et nous avons conçu beaucoup de rapports, de projets, d'orientation pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que de bavarder, de faire des meetings dans la rue, d'avoir des... Non. Nous avons fait de la conception pour la Côte d'Ivoire. Donc notre stand comprend des centaines de rapports que nous avons élaborés, qui sont là, que vous pouvez lire, pour vous orienter, même notamment sur les réformes. Les photos, les vidéos, tout ce qu'on a fait pendant 5 ans à Aube Nouvelle, c'est exposé. Et bien sûr, l'adhésion
de tous les membres. Maintenant, nous, on a j'ai mon stand en tant qu'auteur, C'est ça. parce que c'est ma passion depuis Le mon stand enfance. numéro 28. Le stand numéro 28 au avec Salon tous les- international du livre tous les d'Abidjan livres. qui se Je sais tient que au parc des le livre qui expositions. se vend le plus, ça doit être le livre sur Ahmed Bakayoko quand même. Je ne sais pas, les livres, il y en a tout, ça va quand même. Ahmed Bakayoko, lui, le livre est arrivé sur Facebook, donc il s'est envolé. C'est 11 millions de personnes qui ont lu les différents témoignages sur Ahmed Bakayoko en quelques semaines. Mais les autres livres, ça va bien. Mais pour les jeunes, chaque Ivan fait l'objet d'un chapitre entier dans un de mes livres. Là, vous allez voir sa vie à Djamé, Au stand son 28. parcours. Au stand 28. Vincent Tomirier, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici et on se dit à bientôt. Merci beaucoup Vincent Tobi qui va se retirer évidemment. On va lui permettre de se retirer. Merci. Merci beaucoup à Vincent Tobi et on fait ce qu'on appelle en français très engagé en Côte d'Ivoire et en remplaçant en basket. Merci d'accueillir le fils de l'illustre Benoît Kassim pour la déclassification. Bon, ok, on était censé tout l'annoncer avec un jingle. Donc Oui. la réalisation va se rattraper maintenant en lançant le jingle. Non. Ça va, Guy? Ouais, ça va super bien, chef. Yes, on y va. Voilà. Avec les affaires classées. Il y a toujours le gros dossier. Arodela, hein? Ah ouais. Et tout le monde est ici, est sur le méta et tout, mais depuis ils ont créé la PLCC, on ne peut plus s'exprimer n'importe comment sur le méta. Il y a Oh, une oui. phrase, PLCC nous regarde. C'est ça même. C'est-à-dire, hier, il y a un gars qui a fait un post et tout, puis PLCC est venu commenter. Tu es sûr de ce que tu dis là? Quelques secondes après, on est venu regarder, on dit le poste vient d'être supprimé par l'auteur. Il te dit, tu n'es pas un enfant. Quand tu rentres dans la douche, là, tu fais un pote. Ouais, donc, c'est pour dire que, ça dit aujourd'hui, s'exprimer sur le méta, c'est comme un peu monter dans le baka. Tu vois, voilà. Ah bon? Oui, parce que quand tu montes dans le baka, tu dois choisir où tu t'assois. Et puis, tu ne dois jamais oublier à quel moment tu dois descendre. Voilà, parce que on a un tonton qui veille au grain actuellement. Voilà. Si ton dossier arrive à lui son niveau, tu vas savoir de quoi parle le test. Voilà, il s'appelle tonton Brahma. Oui, c'est lui qui, si ça procure voilà, de tes dossiers, voilà, tu vas Je savoir. procure de tous les dossiers. Voilà, donc si ton dossier arrive à son niveau, voilà, tu vas savoir. Le procureur de quoi parle Brahma le test. connaît. Voilà, Cheikh, c'est son nom qui est là. Donc c'est pour dire que ça dit. Ça, tu peux dire, Cheikh. Voilà, donc c'est pas moi, c'est le président. Voilà. Donc c'est comme les humoristes en Europe, ils ont le droit de faire des vannes sur les présidents français et tout. C'est pareil pour nous aussi. Nous aussi en tant qu'humoristes ici. Ah bon, hein? Oui, nous Mais aussi. depuis, tu n'as jamais fait. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, parce que nous aussi, en tant qu'humoristes ici, nous aussi, on a le droit de faire des vannes. C'est vrai, ouais. Sur le président du Sinavasi. Oui, oui. Ah oui. Ok. Ah oui. Cheikh, reprends. Est-ce que tu es un enfant? Toi, tu vas dans la douche, là, tu Tu viens as de vu la un peu le truc. Donc voilà, c'est un peu ça. En fait, la liberté d'expression, ça a des niveaux, ça a des limites et tout, tu vois. Le niveau 1, tu peux voir des choses qui ne te plaisent pas bien et puis tu es dans ta maison, tu murmures toi seul, voilà. Tu t'exprimes, c'est une liberté aussi. C'est-à-dire, le deuxième niveau, c'est-à-dire, tu parles un peu doucement. Faut pas que quelqu'un va t'attendre beaucoup. Mais le troisième niveau, ça, tu parles, comment on appelle ça, devant tes amis, devant tes connaissances, voilà. Ça, c'est la limite. Voilà. Si tu as dépassé ce niveau-là, voilà. Souvent, on peut t'appeler pour causer un peu avec toi, pour savoir ce qui s'est passé et tout. Bon, souvent, ça peut terminer bien. Souvent aussi... De toute façon, ça termine bien. Ça termine bien, voilà. Donc, c'est pour dire, c'est ton portable, c'est ta connexion. Oui. Mais il ne faut jamais oublier que ta liberté, là, ça s'arrête ou pour ton voisin doit commencer. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est très important. Sinon, la liberté, ça existe. Je n'ai pas fait vendre sur le président. Je n'ai pas entendu la vanne sur Cheikh. Mais c'est la vanne même qui est là. C'est pourquoi tu n'as pas entendu. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait retenir dans cette session de déclassification. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toutes les semaines à la télé d'ici sur NCI avec le neveu de l'illustre Benoît Kassim. Alors, ma chère Estelle Glisse, Madame Taglaou, vous avez une météo pour nous? Madame Tagua, vous avez une météo pour nous? Il dit qu'il faut que tu dises à Cheikh, c'est Tagoua, s'il te plaît. Ah, Tagua, ok. Tagua. Oui, j'ai une météo pour vous. Il est parti, Vincent Tobi, j'aurais voulu avoir son avis sur la météo de ce soir, mais c'est pas C'est grave. vrai? Oui. Bon, c'est pas grave. Juste après ça. Il y a des éclaircies sur nos voies en ce moment. C'est une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui s'engorgeaient dans les embouteillages en allant notamment de MMP à Jacquesville et dans d'autres contrées. On parle de la Y4. Alors l'axe MMP-Jacquesville est enfin ouvert à la circulation. Ça, c'est énorme quand même. On va regarder à quoi ça ressemble déjà cette voie-là. C'est joli, c'est un bijou. Ouais.
Rond-point du carrefour Jacquesville, point de départ du chantier de prolongement de la rocade Y4. Sur les lieux, des travaux achevés. Désormais ouverts à la circulation, des usagers soulagés ne se font pas prier pour en faire leur voie privilégiée pour allier Ebimpe, Cocody ou Bingerville. La route neuve, qui enjambe l'autoroute du Nord au PK24, offre une conduite des plus confortables. Progression à Cocody et Bingerville, où la voie de contournement Y4 tombe au pied du boulevard Kofi-Gado. Une voie flambant neuve qui passe devant le palais de justice de la deuxième capitale du pays, désenclavant plusieurs quartiers et villages à Tchan qui voient en la Y4 la fin de leur calvaire pour regagner les zones est et ouest d'Abidjan. Autoroute express de 2 fois 2 voies, cet ouvrage d'art comprend plusieurs échangeurs et passages inférieurs, notamment au niveau du stade Ebimpe et de la connexion à l'autoroute du Nord. Cette section ouverte à la circulation se veut un autre pilier de la fluidité routière dans le Grand Abidjan. C'est un extrait du JT d'hier soir, donc un JT de Alassane Parangenrabo. Donc le reportage est signé de Thiemé Dangé, Tanguy Conan, Ben Karamoko, et puis la voix est de Désiré Sakano. Donc on présentait un petit peu la voie, la route en question à l'instant. Et on a aussi les avis, les impressions, notamment des usagers de la route. J'en parlais tout à l'heure à Anka Deca, il m'a dit c'est génial, t'es pas le seul à penser cela. Ouais. On écoute rapidement les impressions, toujours extrait de ce reportage de Thiemé Dangé. Habituellement, je passais par Lièvre Rouge, Yopougon, prison civile, tout ça. Et là, je vois qu'en un mois de temps, je suis déjà ici. C'est vraiment un plaisir pour nous d'emprunter cette voie-là. J'ai pris ça au niveau de Akoido. Ce matin, je venais à Jacquesville, j'ai fait au moins 40 minutes et j'ai croisé des opérateurs. Vraiment, c'était super bien. Je me retourne comme ça. C'est rapide et vraiment, c'est bon. C'était très difficile pour arriver ici. Ça qui était en bobo. Tu passes par le carrefour d'Autré, tu viens descendre à Kwaba. Maintenant, tu es obligé de passer dans le quartier pour arriver à la maison. Mais actuellement, avec la route là, c'est facilité pour nous. Moi, j'ai commencé ce chantier, il n'y avait pas la voie. On a tellement souffert, c'était trop compliqué. Aujourd'hui, vraiment, c'est parfait. C'est très bon même. Alors, évidemment, c'est très bon pour les affaires, donc développement économique naturellement. Parmi les opérateurs économiques, on a pu interroger une opératrice immobilière, donc quelqu'un qui est dans ces échanges-là en termes de terrain, ainsi de suite. Elle nous a dit un petit peu ce que ça... les avantages, les différents avantages pour ceux qui ont déjà des terrains dans cette zone-là, sur l'axe Ebimpe-Jacquesville. En quelques minutes, elle nous explique. C'est Nicole Mireille Didier. Avant, pour allier Jacquesville, on pouvait faire 1h30. Aujourd'hui, pour allier Jacquesville, on fait 40 minutes. Toutes ces personnes qui ont acheté des terrains dans les zones qui gravitent autour de la Y4, ce sont des personnes qui seront carrément gagnantes parce que si elles ont acheté pour faire de la spéculation, c'est-à-dire acheter pour revendre, elles vont carrément revendre du simple au triple. Quand je prends Songon, qu'on pouvait avoir à 2,5 millions, 3 millions, mais il va passer aujourd'hui à 7-8 millions. Sur un site approuvé, ce même terrain passera facilement à 15-20 millions avec un ACD. Par exemple, à Ebimpe, de 5 millions sur site approuvé à pratiquement 15 millions en ACD. Voilà. Les sites approuvés peuvent faire 10 millions aujourd'hui à Ebimpe, sinon plus. Et les sites avec ACD, on passe à partir de 20 millions. Voilà. Donc, tu as un terrain dans cette zone ou pas? Non, pas dans cette zone. Mais quelque part ailleurs, en fait. Voilà. Et je trouve que c'est très bien parce qu'on parle de plus en plus de décentralisation, de désengorger Abidjan qui est hyper saturé. Donc, on a cette voie-là qui est super rapide et donc ça permet aux gens de pouvoir s'excentrer d'Abidjan, voilà, d'habiter les banlieues. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Les faubourgs, ouais. Les faubourgs, tu m'étonnes. Ouais, bon, enfin, la banlieue, ouais. Ouais. 40 minutes, c'est bien. Tu peux habiter à Jacquesville. Il y a peut-être une info qui vous a échappé. Hein. En fait, c'est la fameuse autoroute de contournement, donc la ceinture d'Abidjan, du Grand Abidjan, qui est censée nous mener jusqu'à Jacquesville, mais en fait jusqu'à Bassam. Mais jusqu'à Bassam, oui. Ça va aller jusqu'à Bingerville. Et les travaux sont très avancés du côté de Bingerville. C'est vrai que c'est vraiment derrière l'hôpital mère-enfant de Bingerville, donc c'est pas forcément visible tout de suite, mais c'est vraiment un projet structurant qui va nous mener jusqu'à Bassam, puisqu'il y a un pont qui est censé relier Bingerville à Bassam. Donc, Eloka. Et Bassam, en fait. Ça veut dire que celui qui veut aller à l'aéroport, qui habite Bingerville, n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans Abidjan, comme on dit, emprunter le pont HKB. Il aura la possibilité peut-être de contourner, ainsi de suite. Et elle a expliqué en fait en offre que ça a un impact pas seulement sur les villes environnantes d'Abidjan, mais aussi les villes qui environnent ces villes-là. Donc on va dire Azaguié, Tia Salé,
ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment des zones d'avenir, quoi. Je parle business pour ceux que ça intéresse, en fait. Là, tu Enfin, tu bref. t'adresses à Nketouké. Ouais, C'est là-bas, ça. c'est devenu les 10e tranches, 11e tranches. On ne sait pas Exactement. qui tranche, en tout cas. C'est vrai. C'est dans les tranches là-bas. Bon, bah, écoute, demain, faites attention parce qu'on est entré là dans la saison pluvieuse carrément. Ça s'est senti, je pense, même aujourd'hui. Et en parlant de route, il paraît que le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter qu'une seule route à la fois. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il ne peut pas partir de... C'est vrai, ouais. Enfin, bref. C'est vrai. D'accord. Chèque. Au moins, elle est logique, celle-là. C'est vrai, non, c'est vrai. Comme toutes les autres, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais je te promets, la semaine prochaine... Pourquoi je te voudrait-il ferai, emprunter plusieurs voies, en fait, ce chien? Parce qu'il a 4 pattes, tu vois. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Ah, c'est ça En le fait, il projet. peut pas. Ok, d'accord. La semaine Merci beaucoup, prochaine- Gliss, pour la cette semaine météo à prochaine, je vous retrouver toutes les semaines, tous les soirs, dans la télévision. Je vous fais un spécial catastrophique, les proverbes à l'intérieur, parce que je Ouais. trouve que les proverbes de catastrophique sont pas mal du Non, tout. non, restons je veux sur tes pas. proverbes. Oui, ça va, il y a- On adore beaucoup il y a tes les- Moi, et proverbes. moi, j'adore aussi tes proverbes. Franchement, c'est on tout. aime vraiment. Il y a les vrais problèmes de... C'est comme ton histoire du soleil. Le soleil brûle, mais c'est piment qu'on prend pour manger. À checker ça. Ça, c'est bien. Tu vois, tu devrais... Garde ça. Ça, c'est recherché, c'est bien, on comprend. Oui, bien sûr. Puis, voilà, c'est moins philosophique, c'est bien, c'est bien. Bon, allez, on va à la pub. La team a décidé de chanter aussi ce soir, comme d'habitude. Hein. Daphné est déjà en position. Rossignol également, flanqué de sa teinture capillaire. Ce sera juste après la pub. A tout de suite. Bien, ce sera tout pour cet autre épisode de la télé d'ici. Vous retrouverez demain Gliss en compagnie de toute la famille, de ma famille, justement, en prévision de cet événement qui est annoncé pour, je crois, le 3 mai. Le on va 2. savoir, le 2 mai, Au Parc des Expositions. au Parc des T'es Expositions. invité, on dirait. Hein? C'est ça, elle sera avec Akissi Delta, avec Michel Gou, avec Amélie Ouabéi. Si Amélie Ouabéi, c'est qu'il y a peut-être un deux côtés qui traînent Oui, quelque oui, part. forcément. Forcément. Voilà. Mais c'est ta team, c'est ta famille, ça, normalement, Chèque. C'est vrai. Bah oui. Il faut Si forcément c'est ma demander famille, après c'est- toi. Si c'est ma famille, c'est ta famille aussi, n'est-ce pas? Puisqu'on m'a dit qu'officiellement, tu as fait ton entrée, tu as pris ton ticket pour appartenir au Sinavasi. Ah C'est ouais, le c'est vrai. syndicat national des vagabonds de Côte Quand d'Ivoire. même. Hein. Voilà. Dont le secrétariat général permanent est assuré par le fils de l'illustre Benoît Kassim, voilà, neveu de Tanti Rokia, juriste de son État, parce qu'elle vend des jus. Voilà. On se dit à demain, non, madame? À demain, oui, On Chèque. n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. L'orchestre résident est sur la scène de la télé d'ici et va nous jouer 2 titres. C'est l'Hollywood de Zara et Mona Lisa de Lodje et SARS. Take care.
malicha. Kona kona, when you give me sugar and your wala ala. Come on, 1, 2, hey. Macho Mona Lisa, 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 Macho Mona Lisa. Comment ça? Girl, I'll be foolish if you let you enjoy me. Your lips like poison. I take my chance with you. Ibandera baby, rekewa. No, you deny. I'm sure you are wild. Your body like tsunami, rekewa. Ah, would you? Come on, sir. Baby, kona kona. Waka waka when you enter a malisha. Baby, kona kona, when you give me sugar and your wala ala. 1, 2, hey. Macho Mona Lisa, 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 Macho Mona Lisa. Merci. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.